sur le balado Simplement Matrescence, donc un balado sur lequel on parle de santé mentale parentale et périnatale. On a souvent des invités professionnels qui viennent parler de différents enjeux, mais on a également des témoignages de parents qui, comme vous, veulent partager leur histoire. Donc, mon nom, c'est Maude. Je suis évidemment l'animatrice du balado Simplement Matrescence, mais je suis aussi travailleuse sociale et une des cofondatrices de la clinique Matrescence. La première chose que je veux faire avant de débuter ma petite introduction, c'est de vous inviter en fait à vous abonner au balado si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais aussi prendre le temps de remercier toutes les personnes dans les dernières semaines qui se sont abonnées à notre balado. Ça me touche beaucoup. Ça me motive énormément à continuer de faire des épisodes qui vous parlent, qui vous rejoignent en fait dans votre vécu. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de nous signaler que vous aimiez notre balado. Aujourd'hui, je suis particulièrement fébrile parce que je vous présente le premier témoignage, en fait, du balado Simplement Matrescence. Donc, un épisode absolument touchant. Donc, je reçois aujourd'hui Tima qui vient vous parler de son parcours en fertilité. C'est un épisode que ça fait quand même longtemps qu'il est enregistré, mais j'avais tellement hâte de le mettre en ligne parce que je trouve qu'il va vraiment mettre en lumière un parcours et une réalité qui est souvent vécu en silence, vécu, c'est ça, dans l'isolement. Je pense que c'est un sujet qui est absolument encore tabou, tout ce qui est les enjeux de fertilité. Donc, c'est une histoire qui se termine bien dans le sens où Tima, aujourd'hui, elle a une petite fille, donc vous allez l'entendre au courant là, de tout son témoignage. Donc, je suis tellement consciente que c'est pas toujours les parcours, tu sais, que c'est pas tous les parcours en fertilité qui se terminent par une naissance. Donc, ça, je tiens quand même à le souligner. Justement, en lien avec ça, je veux prendre le temps de vous parler de certaines statistiques qui sont importantes, en fait, de vous communiquer à travers cet épisode-là. C'est une personne sur 6, en fait, dans le monde qui va souffrir d'infertilité. Donc, on s'entend que c'est une statistique qui est assez élevée. Il y a fort à parier, en fait, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui traverse un enjeu comme celui qui va être décrit par Tima. C'est peut-être quelque chose que vous allez savoir de votre entourage ou peut-être pas. Comme j'ai dit, c'est souvent un vécu qui peut être caché. Parce que, bon, ça amène toutes sortes d'enjeux, puis on fera d'autres épisodes en lien avec ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous vivez peut-être, sans le savoir, près de quelqu'un qui vit ça. Ou c'est peut-être même vous qui vivez avec cette réalité-là. J'espère sincèrement que c'est un épisode qui va vous permettre, en fait, de mieux comprendre les gens qui traversent un parcours en fertilité. J'espère sincèrement aussi que c'est un épisode qui va servir à sensibiliser les gens à cette condition-là, à ce genre de parcours-là pour devenir parent qui est vraiment pas évident. Tima va vraiment parler des montagnes russes émotionnelles qu'elle a traversées à travers ces années de parcours en fertilité. Donc, je souhaite vraiment que ça va être un témoignage qui va vous toucher autant que moi. Je vous souhaite une bonne écoute, mais juste avant de vous laisser pour l'épisode, je veux vous parler de 2 ressources. Je tiens à dire que c'est 2 ressources qui ne m'ont pas demandé de parler d'elles. J'en parle d'emblée parce que je trouve que c'est des ressources de qualité. C'est des ressources que tout le monde devrait connaître, selon moi, que je réfère énormément. Donc, la première ressource, en fait, c'est le balado qui s'appelle « Les infertiles ». Vous allez avoir à travers ce balado-là beaucoup de témoignages, mais aussi beaucoup de professionnels qui viennent parler de toutes les réalités en lien avec la fertilité parce que là, vous allez avoir le parcours de Tima qui parle entre autres de dons d'ovules. Par contre, le parcours en fertilité, il y a toutes sortes de trajectoires, il y a toutes sortes d'issues, il y a toutes sortes de conditions spécifiques. Donc, si vous voulez avoir vraiment un éventail de tout ce qui est possible, je vous recommande fortement les épisodes en fait du balado Les Infertiles. L'autre ressource que je vous invite également à aller suivre, c'est le Centre Espère. En fait, ça va être un centre qui va vraiment venir soutenir toutes les personnes qui vont traverser des enjeux en lien avec la fertilité. Donc, c'est vraiment une ressource qui va se dédier à 100% à ça. Donc, je vous invite à aller les suivre si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si jamais vous aimeriez consulter en lien avec des enjeux de fertilité, vous avez besoin d'un espace pour parler de ce que vous vivez ou, tu sais, soit en individuel ou en couple, je tiens quand même à préciser qu'on a plusieurs professionnels à la clinique Matrescence qui peuvent offrir du soutien en lien avec des enjeux de fertilité. Donc, vous pouvez vous rendre au www.cliniquematrescence.com
cliniquematrescence.ca pour trouver une professionnelle qui traite spécifiquement de ces enjeux-là. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne écoute et si jamais vous avez des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à venir m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, bonne écoute! Allô, Tima, bienvenue sur notre podcast. Bonjour Maud, merci de m'accueillir. Je suis super contente que tu sois ici aujourd'hui parce que tu viens nous parler en fait de ton histoire, puis une histoire bien unique, vraiment particulière, puis je pense que ça peut en inspirer plusieurs qui peuvent passer par ce même parcours que toi. On va aborder un petit peu le parcours en fertilité, la grossesse, puis le vécu aussi avec bébé, tout ça, mais d'abord, peux-tu nous parler un petit peu de toi? Aujourd'hui, je suis une immigrée française habitant à Montréal, à cheval entre Montréal et les cantons de l'Est, et j'ai 48 ans. C'est bien une chose qui va me caractériser. Puis pour parler de l'histoire et un peu comprendre les choses qui ont pu me traverser, je suis métissée. Mon père est noir de la Guadeloupe, ma mère est française blanche et ça a eu un impact dans mon histoire de fertilité. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Oui, bien, je pense que tu sais, tout le long de ce que tu vas raconter dans ton histoire, il y aura peut-être là, des petites parenthèses faites sur ce bout-là qui est très important. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de en quoi ça peut avoir influencé justement ta vie de maman, ton parcours de maman, cette information-là? Ben là, on saute très rapidement dans le parcours de fertilité. Il s'avère que moi, j'ai fait appel à un don d'ovule. Et la question se posait, c'est quel type de maman? A priori, j'aurais voulu avoir une maman comme moi, c'est-à-dire une maman métisse, parce que malgré tout, j'avais envie de reproduire quelque chose que je connaissais, c'est-à-dire que j'avais envie, même si c'était pas mon ADN, qu'elle me ressemble un petit peu. Et donc, j'ai cherché une donneuse métisse que je n'ai pas trouvée. Et finalement, j'ai trouvé une donneuse noire. Et donc, ma fille est métisse, comme moi. Hmm. Comment... Ben, quel âge a ta fille aujourd'hui? Elle a 21 mois. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'on parlait un petit peu avant l'enregistrement, les enjeux de sommeil, les enjeux Ouf, oui, c'est ça. de jeunes enfants. Est-ce que justement, tu peux nous parler du début, tu sais, j'en dirais que j'ai envie de recommencer vraiment du départ, un peu dans la réflexion d'être maman. Parce que, bon, tu as été maman à 46 ans, en fait, dans les faits, là, avec la grossesse, tout ça, mais dans ton cœur, dans ta tête, à partir de quand c'est venu se poser ce désir-là d'avoir un enfant? Alors, c'est drôle parce que c'est venu assez rapidement. J'étais en relation dans ma vingtaine avec un jeune homme. À l'époque, on était jeunes. Et il avait un désir d'enfant incroyable. Et moi, je disais, mais moi, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Et le jour où je l'ai quitté, j'ai eu un désir d'enfant incroyable. Et là, je me suis dit, oups, donc en fait, je ne voulais pas d'enfant avec lui. Mais ce désir-là ne m'a jamais quitté depuis. Ce qui fait que dans mon histoire, et là, je devais avoir moins de 25 ans. Et ça veut dire qu'à partir de là, dans mon histoire, tout a été teinté avec ce désir d'enfant. Donc je n'ai rencontré que des mauvaises personnes parce que je cherchais le père de mes enfants au lieu de chercher mon amoureux. Et c'est pas la même chose. Et donc j'ai eu des histoires qui n'étaient pas forcément concluantes. Puis il y a eu des moments un peu plus doux que d'autres. Mais finalement, le jour où j'ai un peu lâché l'affaire en me disant bon bah c'est fini de toute façon. Et j'ai rencontré Paul. Et quand j'ai rencontré Paul, je cherchais plus en fait. Je cherchais plus. En plus j'étais à Paris et lui était québécois. Puis je me suis dit, oh, je rencontre un Québécois, bah, très bien, merci. Bon, ouais, je vais passer un bon moment, mais après, il rentre au Québec, quoi. Bon, me voilà, 12 ans plus tard, avec un enfant avec lui. Euh, mais c'est sûr que quand je l'ai rencontré, je lui ai dit assez rapidement que c'était ça mon désir et que de toute façon, on passait une bonne soirée, mais merci, au revoir. Puis quand ça a commencé à devenir plus sérieux, je lui ai assez rapidement dit que c'était ça.
Il a fallu de son côté un peu de réflexion parce que lui, il avait déjà un enfant, parce qu'il avait déjà subi une vasectomie. Donc, il était vraiment passé à autre chose. Donc, ça a été toute une démarche pour en arriver là où on est arrivé. Et la fertilité, au démarrage, était entre guillemets à cause de lui. Parce OK. qu'il avait une vasectomie. Et sauf qu'on a tellement attendu, parce que du coup, lui, il est passé par des allers-retours, il ne savait plus s'il voulait pas. Enfin, ça a pris beaucoup de temps avant de vraiment lancer les démarches. Et bien après, quand on a fait les examens pour moi, et ben j'ai fait une simulation pour mes ovules, et là, moi, j'en avais pas suffisamment. Et donc, ça devenait là où on avait réussi à extraire son sperme à lui. Tout d'un coup, ça devenait un enjeu pour moi. C'est-à-dire que moi non plus, j'étais plus vraiment fertile. Et, euh, et donc, on m'a annoncé après 2 essais avec. J'ai fait des stimulations ovariennes où j'étais censée avoir, j'en sais rien, 12, 15 ovules qui sortaient. J'en ai eu une à chaque fois. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, un jour, la madame m'a annoncé qu'il fallait que je fasse appel à un don d'ovules. Effectivement, je veux qu'on en parle de ce don d'ovule-là, mais juste avant, pour situer les gens, quand tu dis que tu as fait une stimulation ovarienne, est-ce que l'ovule qui s'est présenté, qui était le seul, est-ce qu'il pouvait y avoir une fécondation in vitro ou c'était pas possible? Oui, OK. oui, oui. Donc, en fait, tu prends des hormones, piqûres dans le ventre, etc. Donc, des bons shoots d'hormones qui font peur, mais qui finalement ne sont pas si dramatiques que ça. Mhm. Je m'étais préparée, ça faisait des mois que je me préparais, je faisais un régime sans sucre, sans alcool, j'étais comme prête à tout recevoir. Et finalement, je n'ai pas trouvé ça si agressif que ça. Mais c'est quand même un bon petit shoot où en fait il stimule pour que normalement, officiellement, dans un cycle normal, tu dégages, pas le terme, mais Tu libères. tu libères, merci, tu libères une ovule par cycle. Et là, il faisait en sorte que j'en libère beaucoup plus. Donc en fait, j'ai des amis qui étaient passés par ce genre de simulation. Puis une, elle en avait eu, je sais plus, 12 ou 15. Donc je me suis dit, bon, peut-être que j'en aurais 5, 6, ça serait déjà pas mal. Non, j'en ai eu une, non, la première fois 2 et la deuxième fois une. Hmm. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce parcours-là, c'est que tout est très cher. La stimulation coûte quelque chose, le fait de mettre ensemble l'ovule et le sperme coûte encore autre chose, enfin, toutes les étapes coûtent quelque chose. Donc en fait, à chaque fois on dit, ok, on en est là, c'est pas sûr, il y en a 2, peut-être qu'on ne le fait pas, mais on essaye une deuxième fois, il y aura peut-être plus d'ovules. Et c'est ça qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, est-ce que 2, c'est quand même pas beaucoup, peut-être qu'on essaye une deuxième fois. Donc, j'ai pas essayé la première fois. Enfin, disons que j'en avais 2. Et la deuxième fois, attends, je dis n'importe quoi. Non, si. C'est le contraire. La première fois, il y en avait une et la deuxième fois, il y en avait 2. Mhm. Donc, comme il y en avait qu'une, on a dit, ça va coûter cher pour un truc très incertain. Donc, on l'a pas fait. Et donc, la deuxième fois, il y en avait 2. Elle a dit, bon, bah, on essaye là. Et donc, ils ont pris le sperme de Paul qu'ils avaient retiré, ils ont pris l'ovule, les 2 ovules. Et là, tu dois attendre 5 jours. Et tous les jours, ils t'appellent. Premier jour, ils t'appellent, ça a pris. Deuxième jour, ils t'appellent, on en est là. Deuxième jour, troisième jour. Et en fait, moi, le deuxième jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ça n'a pas pris. Hmm. Comment vous avez reçu ça, hein, toi puis Paul? Bah, sur le coup, je réalisais pas ce que ça veut dire. Je me souviens de voir Paul en larmes, en disant c'est dur, etc. Puis moi, j'étais encore un peu, je pense, dans le déni, en disant bah non, mais on va trouver autre chose, enfin, on va refaire ça. Puis Paul part en voyage et c'est moi, je vais toute seule au prochain rendez-vous de fertilité. Et donc la dame me dit d'une manière vraiment très froide, bon bah il va falloir faire appel à un don d'ovule. Et moi, j'ai mis vraiment du temps avant de comprendre ce qu'elle me disait. Il y avait quelque chose de l'ordre de. Cognitivement, ça ne pouvait pas rentrer, ça ne pouvait pas intégrer. Donc, en fait, tout d'un coup, elle me dit, tu ne transmettras pas ton ADN. C'est ça qu'elle me disait, en fait. C'est ça que Hmm. tout d'un coup que j'ai entendu, que j'ai compris. Je dis, mais ok, mais un don d'ovule, comment je fais je veux dire, je vais où? Est-ce qu'il y a un marché d'ovules quelque part? Enfin, je-
Et en fait, elle m'a un peu laissée avec, elle va sur Internet, elle prend 2, 3 noms de cliniques aux États-Unis, puis elle me dit, bah voilà, revenez avec votre ovule, quoi, en gros. Donc moi, j'étais vraiment, sur le coup, je peux dire que cette étape-là, j'ai été très mal accompagnée dans un moment qui était un choc énorme, en fait. Parce que il y a une partie où pendant que tout le parcours de fertilité étant long, compliqué, cher, etc., il y a un moment donné, on s'était fait à l'idée d'adopter. On a regardé l'adoption internationale. Paul était trop âgé pour la plupart des pays parce que c'est pas plus de 50 ans. Donc on a dû renoncer à l'adoption internationale. Ensuite, on a regardé comment faire l'adoption au niveau national. Donc ça passe par des familles d'accueil. Donc on a rencontré pas mal de familles qui étaient passées par ce processus. On était prêt à l'idée de t'accueillir un enfant, puis moins d'1 an après, on peut te le retirer parce que la famille s'est rétablie. Enfin, c'est tout un processus qui te dit est-ce que vraiment tu es prête à passer par là. On était prêts. Et le jour où j'ai dit ok, je suis prête, je m'inscris, j'appelle, et à ce moment-là, d'où ma précision que j'étais une immigrée tout à l'heure, j'avais la résidence permanente et ils m'ont dit ah, si vous n'avez pas la citoyenneté, vous ne pouvez pas le faire. Donc en fait, on a essayé la fertilité, on s'est dit c'est trop compliqué, allons à l'adoption, c'est ridicule de passer par la fertilité. On revient, adoption internationale, pas possible. Ensuite, adoption nationale, ça nous prend plusieurs mois pour rencontrer, se faire à l'idée. Hop, là, pas possible. Donc, comme ça, il y a des petites séries de deuils qui se sont faits comme ça sur le parcours. Et je me souviens de cet appel où elle me dit froidement que administrativement, vous n'avez pas les bons papiers, donc vous ne pouvez pas passer par la famille d'accueil. Et je me souviens de cet écroulement où j'ai pleuré, puis j'étais au travail, je m'en souviens, j'ai une collègue qui rentre juste à ce moment-là dans le bureau. Je lui tombe dans les bras, elle ne sait pas pourquoi elle me console, mais elle me console. Elle avait été adorable. Après, elle me dit tu veux en parler? Je dis non. J'en ai parlé avec elle plusieurs jours après seulement. Je n'étais pas prête à en parler. Et puis on fait le deuil, parce qu'on fait des deuils, parce qu'on est résiliente sur ce parcours. Et donc on retourne à la fertilité. Et donc j'ai fait des allers-retours, je suis désolée, mais c'était pour dire que en fait, ce deuil-là, quand elle m'a annoncé qu'il fallait que je passe par le don d'ovule, alors que j'étais prête à adopter quelques mois avant, quand elle m'a dit bah, vous ne transmettrez pas votre ADN, il y a un monde qui s'est écroulé sous mes... Enfin, la terre s'ouvrait sous mes pieds en fait. J'ai eu l'impression que je pouvais m'enfoncer et puis revenir. Vraiment, j'étais anéantie. Et j'ai été surprise de ma réaction. J'étais surprise parce que j'étais prête, encore une fois, quelques mois avant, carrément à avoir un enfant, pas du tout de moi. Et là, tout d'un coup, de ne pas transmettre mon ADN en me disant qu'il y avait ce caractère définitif, j'étais... Ah non, j'étais anéantie. Là, j'y repense et je revois cette émotion. Moi qui avait fait ce régime sans sucre, sans alcool, de toute façon, je bois très peu d'alcool. Voilà. Je suis rentrée, j'ai acheté plein de bonbons et des bières. J'étais toute seule et je mangeais mes bonbons et mes bières, un peu en revanche contre je ne sais pas qui, je ne sais quoi. Ça n'avait aucun sens, cette scène n'avait aucun sens, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la revanche. Et vraiment, un monde qui s'écroule, j'avais l'impression que je ne m'en remettrais jamais. Mais jamais. Vraiment, c'était une douleur insoupçonnée. En tous les cas, surtout insoupçonnée, que j'aurais jamais imaginé. Me voilà aujourd'hui avec cet enfant merveilleux qui n'est pas mon ADN. Donc aujourd'hui, je peux en parler avec beaucoup de recul, mais sur le coup, c'était pas ça, là. Sur le coup, et c'est drôle parce que j'ai une amie qui était passée par tout le processus de fertilité qui m'avait dit chaque étape a son deuil, en fait. Et à chaque fois, tu n'es pas capable de passer à l'étape d'après tant que tu n'as pas passé par l'étape d'avant. C'est-à-dire que si on était venu... Il me semble que la madame m'avait dit au tout début, vous devriez, vu votre âge, passer par un don d'ovule. Et que moi, je ne l'ai même pas entendu, en fait, cette réflexion. C'était pas possible de l'entendre. Donc je n'ai pu l'entendre que parce que j'ai essayé avec mes ovules. Avec du recul, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû le faire certainement 2 voire 3 ans plus tôt avec un don d'ovules. Mais j'étais pas en mesure de comprendre et
et d'accepter cette idée-là. Hmm. Je sais pas si ça va te parler, mais tu sais, il y a comme la notion de choix. Tu sais, au moment où tu as fait toutes ces étapes-là, c'est parce que c'est comme si c'était une possibilité de faire un choix, mais là, il y a eu des étapes où on te dit ce sera pas possible, ce sera pas possible. Fait que c'est comme une accumulation de deuil. Puis là, après ça, ben, le choix, il se rétrécit dans qu'est-ce qui est possible pour votre famille, tu sais. Je sais pas. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ouais, c'est sûr, le choix, c'est qu'est-ce qui s'offre à toi. Et tant qu'il y avait la moindre possibilité que ce qui s'offre à moi soit encore un peu de moi, ben j'arrivais pas. Ça faisait pas partie des choix possibles en fait, de pas y essayer. Donc j'ai essayé. Hmm, j'ai essayé. En fait, c'est absolument pas dramatique, mais c'est euh, là où je peux avoir entre guillemets quelques regrets. C'est surtout à cause de mon âge, en fait. C'est surtout à cause de mon âge. C'est parce que du coup, j'ai laissé passer beaucoup de temps. Et celle de mon mari. Mais, euh, mais, et en même temps, j'ai pas de regrets parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mhm. Non, c'est ça. Je pense que ça... J'aurais eu des regrets si j'étais passée directement par mon dodovule. Je pense que toute ma vie, je me serais dit, ah, ici j'avais essayé, Mhm. ici, tu vois. Mais pour toutes celles qui passent par ces moments, ces étapes de fertilité qui sont des longs parcours, je pense que déjà, il faut accepter que c'est un long parcours Mhm. et, euh, et accepter qu'il y a ces deuils, tous ces deuils sur le passage, en fait. Mm. Oui. Puis on en reparlera un peu plus tard, mais la finalité est toujours différente aussi. Dans ces parcours-là, tu sais, chaque histoire est unique finalement, puis chaque histoire a son rythme. Mais le vôtre, ça a été ça. Puis là, vous revoilà à la clinique en fertilité pour parler de don d'ovule. Donc, aussi la réflexion qu'il y a eu derrière ça. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'a amené à te présenter à ce rendez-vous-là, puis y aller de l'avant avec cette option-là? Bah écoute, oui, alors après cette soirée de bière et de bonbons, n'a aucun sens. Euh, Bah, c'est se réveiller et se dire, bon, bah, ok, alors finalement, c'est ça l'option qui s'offre à nous. Comment on fait? Où on va chercher des ovules? Enfin, j'ai jamais vu ça au supermarché, quoi. Y a pas, tu sais, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Donc, je regarde les liens qu'elle m'a envoyés, je vois les prix, je dis, bah, il est hors de question, c'est 10 fois trop cher. Enfin, je veux dire, encore une fois, on est sur une histoire de deuil. Je ne suis pas capable de me dire que je vais payer 20 000 $ pour un ovule, comme ça. Tu viens de me dire que je ne transmets pas mon ADN, je me dis, c'est pas possible. J'entends parler d'une page Facebook où justement c'est des femmes qui cherchent des ovules et d'autres qui se proposent, notamment. Donc j'y vais et j'essaye de découvrir un petit peu les messages, les types de personnalités. Je découvre un monde parce que c'est aussi une page sur laquelle on parle de mères porteuses. Je découvre totalement un monde de femmes, de beaucoup de femmes en souffrance, en parcours de fertilité, de beaucoup de femmes hyper généreuses qui, euh, qui s'offrent en fait, qui s'offrent totalement pour aider d'autres femmes, que ce soit pour les mères porteuses que pour les dons d'ovules. Je sais pas, même pas quelle, je suis ébahie par ce monde-là. C'est flabbergasté qui me vient, mais c'est pas le bon terme. Mais je suis complètement émerveillée en fait. Je suis émerveillée parce que moi, l'idée que je pouvais avoir, notamment des mères porteuses, c'était très éloigné. C'était oui, bon bah certains. Et je pense que j'avais ce cliché des femmes qui ont besoin d'argent, puis that's it, tu vois. Au Québec, en fait, c'est pas légal, en fait, d'être rémunéré là, pour Non, c'est porter ça. un enfant. Fait que, tu sais, J'ai ouais. tout découvert ça. C'est-à-dire que je pense que j'avais les clichés que j'avais vus à la télé ou quoi. Enfin, vraiment l'ouverture d'un monde total. Donc d'abord, j'apprends qu'effectivement, c'est pas légal. Donc il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la générosité. Tu vois, évidemment, tu compenses les femmes d'une manière ou d'une autre, mais tu les rémunères pas. Et vraiment des témoignages d'une beauté, d'une générosité. Enfin, moi, bref, c'était un peu la parenthèse. J'ai découvert ce monde
bah, tu sais, qui fait du bien aussi, tu vois, cette sororité. Cette sororité-là, ça fait du bien. C'est beau, c'est touchant. Bref. Et donc, il y a aussi donc, des femmes qui font des dons d'ovules qui, on va s'entendre, c'est pas au même niveau que mère porteuse, mais quand même. Je veux dire, c'est très intrusif, c'est une partie de soi. Ça aussi, c'est quand même d'une générosité sans nom. Et, euh, et donc, on revient à ma problématique du début, c'est que quand même, moi, je cherchais... donc, déjà, c'est un don d'ovule. On va peut-être commencer par... je voudrais bien que ce soit une métisse, comme ça, au moins, elle me ressemblerait un peu. Enfin, en tout cas, ça ressemblerait à ce que ça aurait été si ça avait été mes ovules à moi. Donc, je fais une demande, bonjour, je me présente, je présente Paul, je présente notre histoire, et je dis, ben voilà, est-ce qu'il y a des femmes métisses, quoi? Ben, il n'y en a pas. Il y en a zéro. Mais il y a 2 jeunes filles qui me répondent et qui me disent ton histoire m'a touchée. Par contre, je suis blanche. Est-ce que tu es à l'aise avec ça, quoi? Je réponds pas tout de suite parce que je suis mal à l'aise d'être mal à l'aise. Je suis mal à l'aise d'être mal à l'aise. Je suis là, mais pourquoi ça me dérange? Et encore une fois, pourquoi ça me dérangeait? Parce que j'avais toujours pas fait ce deuil-là de finalement continuer à vouloir transmettre un peu de moi, en fait. J'étais encore là-dedans. Et je me souviens d'une conversation avec ma cousine et je lui parle de ce malaise, du fait que ça me rend mal à l'aise. Enfin, tu sais, comme je suis. Et puis elle me dit, ah, c'est sûr qu'on a envie de transmettre. Comment elle m'a dit ça? C'était beau. Elle me disait, ben, on a envie de faire vivre à nos enfants ce que nous, on a vécu. Et là, je réalise. Je dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Ben, j'ai eu une maman blanche. Donc, j'avais une maman qui n'avait pas la même couleur que moi. Donc, finalement, tout d'un coup, j'étais à l'aise avec le fait d'avoir une donneuse blanche parce que je me disais, mais du coup, mon enfant sera blanc et elle a une maman noire. Bah, c'est pas grave, moi j'ai vécu la même chose. Et là, tout d'un coup, j'étais à l'aise et j'ai pu leur répondre. Et là, j'ai répondu, merci pour ta générosité, nanana. Puis, et finalement, j'étais à la rencontre d'une de ces personnes-là. Et puis on s'est rencontrés plusieurs fois, il y avait des enjeux de calendrier, elle a dû partir dans le Grand Nord, elle était infirmière, elle a dû partir dans le Grand Nord, donc ça prenait du temps, beaucoup d'échanges, et puis j'ai senti que elle voulait s'impliquer dans la vie de l'enfant. Et là, ça me mettait un peu inconfortable, mais je me suis dit, j'ai pas le choix. Donc tu sais, genre j'étais mal à l'aise. Je lui ai pas dit mon malaise, je me sentais comme obligée, donc je suis restée en lien avec elle, et puis tout d'un coup je sentais qu'il y avait une distance, puis ça a duré 6 mois. Donc tout ça, on parle de plusieurs années, hein. À chaque fois, tu rajoutes des quelques mois, des années. Évidemment, entre-temps, j'ai pas raconté ça, mais entre-temps, il y a quand même le Covid, mais on pourra revenir sur la notion de timing, mais au bout d'un moment, elle m'envoie un message en me disant que elle n'est pas confortable et qu'elle préfère renoncer. Sur le coup, je lui en ai voulu parce que je comptais sur elle. Et après coup, je pense qu'elle avait complètement raison et elle a certainement ressenti mon malaise que moi-même, je n'osais pas exprimer, en fait. Je pense qu'on n'avait pas la même attente sur ce deal, je ne sais pas comment, tu vois, cet échange. Elle avait envie d'être impliquée, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais pas envie qu'il y ait une autre personne qui soit référente ou je voulais pas de ça, en fait. Donc, en fait, un autre deuil, un autre choc émotif qui me fait aussi réaliser à quel point je veux pas de lien avec la donneuse et donc qui me fait dire, bah, je vais payer 20 000 $ à la banque aux États-Unis. Pour un don qui est Anonyme, ultimement anonyme, c'est qui est ça. anonyme. Donc là, c'est basiquement très froid. On t'envoie un catalogue, tu as des photos avec des descriptifs très sommaires des personnes. Et puis, c'est surtout le capital santé de combien de frères et sœurs, si j'ai déjà eu des enfants, etc. Donc ça, c'est très froid. J'ai jamais rencontré personne. C'est un oui transfert. Enfin, tu vois, il y a quand même ce côté-là. Donc c'est pareil. Il a fallu que je sois prête pour pouvoir passer à ça.
Mais il a fallu que cette jeune fille me dise qu'elle voulait pas de ça, que je réalise que ça m'arrange pour que j'accepte d'en arriver là. Donc pareil, si j'avais à recommencer, je l'aurais fait 4 ans plus tôt, j'aurais payé tout de suite, enfin, tu vois. Mais il a fallu que je passe par tout ça pour accepter de passer par ce processus ultra froid. Donc on t'envoie presque par la poste ton ovule, enfin qu'on envoie à la clinique dans un processus quand même bien sécurisé, mais et en fait non. Enfin en tous les cas, je vais y aller une étape à la fois, mais et donc là par contre j'ai choisi, je pouvais choisir. Il y avait plus de choix, même si les femmes noires et métissées, il y en avait moins que les femmes blanches. Donc j'ai demandé une métisse, ils ont dit on n'a pas de métisse, on a de noirs. Et donc finalement j'ai eu un catalogue d'une dizaine de femmes noires donc j'ai choisi parmi elles. Encore une fois, parce que c'est jamais simple, une fois que j'ai choisi, quelques semaines après, on me dit finalement cette madame est tombée malade, il va falloir que j'en choisisse une autre. Donc j'en ai choisi une autre. Et voilà, donc en fait, comment ça se passe? La clinique qui avait retiré le sperme de Paul, donc ici à Montréal, envoie le sperme là-bas. Eux, ils font elle fait son extraction d'ovules, ils font le match sur place et ensuite ils envoient l'œuf à la clinique. Et donc en fait il faut attendre qu'elle ait fait son processus, enfin tu sais, donc t'attends encore des mois, des semaines et tout ça, et au bout d'un moment on dit c'est prêt. Est-ce qu'à partir du moment-là où on te dit c'est prêt, est-ce que déjà dans ta tête à toi il y a une espèce d'attachement, il y a une espèce de désir ou de sensation que là c'est tout prêt ou que c'est déjà dans ta tête? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, en fait j'ai eu tellement de déceptions sur le parcours que je me suis empêchée jusqu'à la dernière minute de ressentir ça. Ouais. À tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'en ai toujours le désir? Je me suis posé la question. Mais en fait, c'est que je pense que inconsciemment, j'ai dû me couper de cet enthousiasme potentiel. Et je me disais, suis ton parcours. Tu sais, j'étais sur quelque chose de très froid. Fais une étape à la fois. Tu mets tes piqûres, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment, j'étais quand même très... Ouais, je me suis protégée en restant très mécanique dans le processus. J'ai trop souffert d'étape en étape, j'ai trop espéré, je me suis trop projetée. À un moment donné, et je ne pourrais pas te situer à quel moment, mais j'ai coupé sur les émotions. À tel point que j'avais le rendez-vous fin août pour faire le transfert et je me suis programmée une retraite spirituelle en août, fin juillet, début août, qui s'appelait Renaissance. Et quand on a posé l'intention, tu poses toujours une intention dans ce genre de retraite, quand on posait l'intention, je me suis demandé, mon intention c'était, est-ce que j'ai toujours le désir d'être maman? Pendant cette retraite, je faisais, parce que donc du coup, pour recevoir l'œuf, pour que ton corps soit prêt à recevoir l'œuf, il faut que tu te remettes une couche d'hormones, etc. Parce qu'il faut faire semblant, faire croire à ton corps qu'il est enceinte, enfin qu'il est prêt à accueillir, quoi. Donc il faut que ton corps ait les hormones adéquates. Donc pendant que je fais cette retraite, je fais les piqûres tous les jours. Mais pourtant j'y vais pour valider est-ce que j'en ai toujours envie. Tu vois, je suis comme dans cette espèce de paradoxe. J'y vais parce que je suis en mode mécanique, mais en même temps, émotivement, est-ce que... Et bon, je vous la fais en une seconde. Oui, j'avais toujours ce désir. Il était juste enfoui par tous ces deuils et ce côté mécanique, en fait, dans lequel on est enfermé dans ce processus de fertilité, avec des décisions administratives, des papiers à remplir, des piqûres à faire, etc. C'est loin du romantisme de on va faire l'amour et un enfant va naître, quoi, tu vois.
Et donc, c'était ma protection. C'était ma protection à moi, je pense. Mais cette retraite a contribué à, je vais être caricaturale, mais à réouvrir mes chakras, tu sais, Euh, et, euh, et à être totalement prête à accueillir. Parce qu'effectivement, il y a l'autre défi, c'est est-ce que le corps va prendre aussi? Est-ce qu'effectivement, je vais tomber enceinte? Et de mémoire, je n'avais qu'un œuf. Donc, je n'avais qu'une chance. Et mon corps aurait pu... Alors, je sais pas. Évidemment, j'aime me raconter que si j'avais pas fait cette retraite, eh ben, peut-être que j'aurais pas été... Mon corps aurait pas... Et mon esprit n'aurait pas été si prêt. En tous les cas, il l'était, puisque je suis allée au rendez-vous pour faire... Donc, je pense que voilà, il y a eu ces étapes-là pour répondre à ta question. La retraite qui m'a comme un peu détendue. Comme je lâchais un peu sur tout ce côté-là. Maintenant, c'est la dernière étape. Mais je pense qu'avant cette retraite, je m'étais dit, bon, bah là, si ça marche pas, j'arrête. Par contre, c'était un peu comme avant que je rencontre Paul, où je me suis dit, bon. Donc, j'étais dans ce côté tellement froid que je me disais, je vais à cette retraite pour voir si j'en ai encore envie, mais aussi pour me préparer au fait que potentiellement, ça ne marche pas. Parce que c'était encore une possibilité. Et si ça marche pas, là aussi, j'étais à l'aise avec le fait de, je vais souffrir, mais j'arrête. J'arrête, j'en peux plus, j'ai 46 ans, émotivement, ces séries de deuil, j'arrête. Donc, à partir du moment où j'étais prête à arrêter, eh ben, j'ai réussi à l'accueillir. Wow, hein? C'est dur de pas s'imaginer qu'il y a un lien entre tout ça, là. Tu sais, on pourra jamais savoir à 100%, mais c'est Exact, difficile d'en faire abstraction. exact. C'est Mhm. pour ça que je le dis, mais parfois tu te dis oui, oui, c'est bon, je suis prête, et en fait, c'est une histoire que tu te racontes. Mais là, je pense que je l'étais vraiment prête. Surtout parce qu'il y a un moment donné dans son parcours, je me disais, si j'ai pas d'enfant, je meurs. Je veux plus vivre. Je me suis dit ça à plusieurs reprises. Là, je me disais, si j'ai pas d'enfant, ça va être dur, mais il va y avoir une vie après. J'étais prête à ça. Hmm. Je trouve ça vraiment touchant, Tima. Tu sais, il y a comme un grand lâcher-prise, mais tu sais, en même temps, ça côtoie aussi une grande souffrance. Tu sais, la question de l'identité aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question dans toutes ces avenues-là. Puis, tu sais, on essaie toujours de trouver hein, un sens à ce qui arrive, à trouver une explication de pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Puis, je pense que c'est le mystère aussi hein, de la vie, de la grossesse, de tout ce parcours-là. Mais clairement, je trouve ça vraiment touchant ce que tu racontes. Oui, en même temps, on se demande pourquoi, puis souvent on comprend pourquoi après. Hmm. Tu vois, c'est comme l'histoire de la donneuse qui m'a envoyé balader. Là, j'étais là, c'est la fin du monde. Hmm. Ben, j'ai compris pourquoi. Et je la remercie aujourd'hui. Hmm. Mm. Ouais. Je me permets de faire une petite parenthèse, juste, tu sais, si vous nous écoutez, puis que vous êtes dans ce parcours-là, je pense que, tu sais, chaque étape est importante, puis peut amener des réflexions, mais on n'a jamais de contrôle hein, sur la finalité, sur est-ce que ce processus-là se termine avec un bébé qui arrive pour agrandir la famille. Parfois non, puis ça veut pas dire non plus que c'est parce que ça devait arriver comme ça non plus, là. Je vais quand même le préciser, tu sais, parce que c'est tellement sensible comme question, comme sens à la vie. Je pense que, ouais, je sais pas ce que t'en penses. Ben, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que là, moi, j'étais prête à accueillir le fait que finalement, ça ne fonctionne pas. Mhm. Et je pense que je suis sincère. Je pense que j'étais prête, mais j'étais pas prête 6 mois avant. J'étais Mhm. pas prête 6 mois avant à accepter que ça ne fonctionne pas. J'étais prête à ce moment-là. Et, euh, et je suis sûre que j'en aurais tiré de très belles choses. Je sais pas, j'en suis persuadée aujourd'hui. Maintenant, c'est pas comme ça que ça s'est fini, donc ça peut pas être mon témoignage et c'est facile pour moi de le dire. Mais, euh, mais de toute façon, quelle que soit l'issue, c'est un travail de résilience, d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui se présente, d'accepter. Et ça, Épuisant. c'est épuisant et en même temps,
bah, c'est riche, quoi. C'est riche, c'est la vie, en fait, en vérité. Tout ça, c'est la vie. Puis là, la vie, quand tu as constaté que tu étais enceinte, dis-moi, est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Bah oui. D'abord, moi, je suis partie faire ma retraite spirituelle, mais Paul, il est parti faire Compostelle. Donc, on avait tous les deux ce besoin quand même de se retrouver un petit peu. Donc, Paul est parti faire Compostelle et il était sur Compostelle le jour où je suis partie faire mon transfert d'œuf dans mon petit corps, là. Et je suis allée toute seule, en mode, ah bah, je vais aller faire les courses, puis je vais me faire un petit... Et j'ai complètement sous-estimé la charge émotive, puisque pour moi, j'étais quand même encore dans ce côté encore un peu mécanique. Et en fait, on t'installe et il te montre en grossissant, une image très grossie, il te montre l'œuf, qui ressemble déjà à un ovule, en fait. Enfin, pas un ovule, un embryon, en fait, en vérité. C'est très, très petit. Et là, tout d'un coup, l'émotion qui me montait, là, si tu me demandes à quel moment il y a eu l'attachement, c'était là. Là, j'ai fait, ah ouais, là, tout d'un coup, ça devient vraiment sérieux. Puis, j'ai fait le transfert. J'allais dire une formalité, c'est pas une formalité, c'est pas... Mais tu vois, tu vas 10 minutes, ils te le mettent et tu t'en vas, tu vois. Donc, en fait... Mais là, j'étais toute seule dans le métro, je rentre et là, je fais, il vient de se passer quelque chose là, quand même. Mais il faut que j'attende 10 jours pour savoir si je suis tombée enceinte. Parce que mon corps, il n'est pas... c'est pas 100% sûr. Donc, je continue les hormones, etc., etc. Donc... Et puis, bah, c'est ça. J'ai été faire mon test. Je crois que c'était une semaine après. Je pense que c'était une semaine après. Et puis ils m'ont appelé. J'étais en réunion. Ça, je m'en souviens très bien. J'étais en réunion Zoom. Et puis, je vois le numéro de la clinique qui arrive. Donc, je sais que c'est pour me dire ça. Enfin, pour me répondre si je suis enceinte ou pas, en fait. Donc, quand même, une réponse importante. J'enlève le micro, mais j'oublie d'enlever la caméra, tu sais, quand je réponds au téléphone devant mes collègues. Et donc, aucune personne qui sait ce que je suis en train de vivre. Et là, elle me dit, bon, bah, vous êtes enceinte. Et là, mais j'éclate en sanglots. Et là, toutes les barrières que je m'étais mises, genre de pas rentrer dans l'émotif, là, c'était tombé. Là, c'était tombé d'un coup. Et puis la réunion s'est finie sans moi. Enfin, tu sais, puis finalement, j'étais seule devant la caméra. Enfin, bref, tu sais, quand tu te retrouves seule sur une réunion, puis donc je me suis vue, en fait. C'est-à-dire, je me souviens de ma tête, parce que du coup, je me voyais en gros plan en train de recevoir cette nouvelle. Et donc, là, j'appelle Paul, qui était sur Compostelle, pour lui dire. Et donc, je l'appelle en vidéo, puis je pleurais. Donc, il savait que j'attendais cette nouvelle-là. Puis je pleurais. J'arrivais pas à dire quoi que ce soit parce que je pleurais. Et donc, lui pensait que c'était négatif. Bah oui, parce qu'on a eu que des nouvelles négatives depuis tout le début de ce parcours. Donc, il était là. Oh, ma chérie, je suis là, t'inquiète pas. Enfin, tu sais, il commence déjà à vouloir. Et puis, j'étais là. Je suis enceinte. Et là, il était là. Oh merde. Ah, ok. Ah bon, Lui aussi un peu sous le choc de cette nouvelle-là. Lui complètement sous choc. Ouais. Complètement sous le choc. Et puis c'était, pour la petite histoire, c'était le jour de son anniversaire. Donc, bon anniversaire, mon amour. Wow, c'est encore vraiment clair, tu sais, dans ta tête, dans le souvenir, dans la chronologie, finalement. Très clair. Cette journée-là, ouais, c'était très clair. Et puis, bah, lui, c'est pareil. Et il a eu besoin de faire son cheminement parce que je pense qu'il en parle moins, mais au début, il était d'accord. Après, il a eu son moment où il a plus vraiment envie. Après, finalement, oui, parce que je t'aime et pour te faire plaisir, etc. Il a quand même été se faire tritouiller dans les... je veux dire, il est passé par ces trucs, puis finalement, et c'est non, puis ça marche pas, et puis il soutient sa femme qui passe par. Donc,
finalement, il y a peut-être une partie de lui qui disait, bon, ok, on fait une dernière fois, mais je le fais pour lui faire plaisir. Peut-être que, tu vois. Donc lui aussi, il a eu besoin de remarcher quelques jours encore pour Intégré. intégrer l'information. Euh, donc voilà. Donc là, c'était foutu. Là, j'étais projection Mhm. maximum, quoi. Mm. T'es embarqué, c'est ça, dans toute la visualisation, dans Ouais, l'émotion, dans ouais. l'attachement. C'est un peu ça que... Ah ouais. Mais vraiment, si je dois mettre un moment, c'était quand j'ai vu ce petit embryon au microscope, là. Là, il y Ouais. a eu un... Mais tu sais, ça s'est fait en deux temps, ça, puis quand elle m'a annoncé. Hmm. J'ai comme des frissons pour toi. Je... C'est ça, c'est un beau dénouement, en fait. Puis, tu sais, sachant que là, tu sais, elle est là avec vous, elle a 21 mois, tu sais, on connaît déjà la fin, tu sais, mais comment Mhm. s'est déroulée cette grossesse-là? Comment vous l'avez vécue, en fait? Écoute, j'ai eu une grossesse merveilleuse, qui s'est vraiment très bien passée. J'ai été suivie parce que à cause de mon âge en grossesse, pardon, en grossesse gériatrique. Hein. On adore ce terme. Hmm. On se sent vraiment au bord de la retraite. Euh, et à plusieurs reprises, quand j'arrive pour l'examen, les femmes me disent mais pourquoi vous êtes là vous déjà? Parce que vraiment ça va très bien. Ah oui, bon, votre âge quoi. Mais donc moi j'ai vraiment eu une grossesse qui s'est bien passée. Quelques nausées les 3 premiers mois. De temps en temps, mais rien de, tu vois, de vraiment très désagréable. Des odeurs que je supportais pas, voilà, des choses comme ça. Mais je peux pas dire tous les matins je me levais avec la nausée. Non, non, j'étais vraiment. Tout s'est bien passé. J'avais une tension plutôt basse, mais vraiment non. Donc la grossesse physiquement s'est bien passée, émotivement, bah, il s'avère qu'on était en train de faire des rénaux au chalet. Et Et dans les rénaux, il y avait une pièce où on se disait, bon, si jamais il y a un bébé, ça sera une chambre de bébé. Si jamais il n'y a pas de bébé, ça sera... On lui a donné plein d'utilités possibles et inimaginables à cette pièce. Mais là, tout d'un coup, euh, ça devenait concret. Donc en fait, il y a eu beaucoup de mobilisation pendant cette grossesse pour finir les travaux, en fait. C'est bête, mais c'est devenu comme quelque chose de très concret. Et puis pour la petite histoire, parce que je ne l'ai pas trop dit, Paul et moi, on avait une entreprise ensemble, donc on est aussi très 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 pris professionnellement. Donc il y a aussi cette espèce de quotidien dans lequel de toute façon tu es embarqué avec beaucoup d'enjeux spécifiques à gérer au niveau de l'entreprise. Donc finalement la vie continue, le ventre grossit, puis ça se met à bouger, puis on fait des échographies, puis donc quelque chose de finalement assez classique en fait en termes de grossesse quoi. Mm. Hmm. Malgré mon âge, c'est ça, je veux dire. Mhm. Est-ce que tu avais des craintes ou des questionnements vis-à-vis soit ton accouchement, mais aussi le après, tu sais, le postnatal immédiat, tu sais, autant dans la relation avec ton enfant que dans tes craintes, dans tes peurs, tu sais? Mm, mm. Euh, Ma mère est gestalt thérapeute et elle a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie. Et donc j'étais très sensibilisée à ce qu'on se transmet de génération en génération. Et donc je me suis beaucoup interrogée du fait que ce soit pas mon ADN. Est-ce que je lui transmets des choses? Est-ce que cette chaîne se brise à cause de ça? Parce qu'évidemment, dans notre histoire, il y a des choses qu'on aimerait mieux pas transmettre, puis d'autres choses qu'on aimerait transmettre. Et donc c'était des grosses interrogations à ce niveau-là. Et mais ça paraît loin maintenant. C'est drôle, ça paraît vraiment loin. Et puis euh, Et puis je me rendais compte. Ah oui, je me souviens d'une rencontre, un rendez-vous médical. Je crois que c'est un des premiers rendez-vous médicaux de suivi de grossesse. Où là, moi, ça y est, je suis ok, je suis enceinte, je me pose plus vraiment de questions, enfin, j'y suis et tout. Je fais mon petit suivi et puis la dame, pour remplir le dossier, me dit, ok, donc quel âge a la donneuse? Puis c'est de manière encore très froide, là, comme les gens peuvent être et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié. À ce moment-là, j'avais pas en tête que c'était un don d'ovule. Et donc, ça m'a obligée à retourner dans mes mails, regarder son dossier, etc. Et revoir sa photo.
Et là, j'avais mal. Là, tout d'un coup, j'ai eu ah merde, oui, c'est vrai. Et c'est comme si ça me rappelait un petit peu que, bah, enfin, ça me ramenait à cette réalité-là. On me disait, ah ouais, c'est vrai. Surtout de voir sa photo, c'est comme s'il y avait cette personne en plus dans l'équation, tu vois. Et donc, à partir de là, pendant ma grossesse, j'avais des moments où je repleurais quand même par rapport à ça, où on me posait la question, où j'ai eu l'occasion d'en parler, puis là, je repleurais. Je me disais, c'est un don d'ovule. Je me revois être encore très émotive, jusqu'à la naissance d'ailleurs, où j'ai pu en parler même après, où ça a été le processus de deuil n'était pas terminé, en fait, vraiment. Euh, Il y a des moments je l'oubliais, vraiment totalement. Tu vois, quand je repense, quand je te disais tout à l'heure, ah, ben non, ça allait, tu sais, j'avais oublié que je l'oubliais. Et d'autres moments, ça me revenait comme une piqûre de rappel, comme ça. Puis les gens essayaient de me rassurer en me disant, oh mais t'inquiète, tu vas forcément lui transmettre d'autres choses. Enfin, tu sais, les gens essayaient de rationaliser autour de moi. Mais il ne s'agissait pas de quelque chose de rationnel. Il y avait quelque chose de, encore une fois, un processus de deuil sur lequel tu ne peux pas brûler les étapes. Et ça m'a même pas empêché de le faire, ça m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de ma grossesse, ça m'a pas empêché, ça m'empêche pas d'aimer plus que tout ma fille aujourd'hui. Mais c'était cette acceptation-là qui a quand même pris du temps. Mm. Hmm. Je me souviens, Tima, juste avant qu'on rentre en rencontre, tu me parlais aussi de cet accouchement-là, puis tu sais, des photos que tu avais déjà vues de tes parents, tu sais, près de la naissance, puis tu sais, tu disais que ça avait pu avoir un impact sur comment euh, t'anticipais, en fait, cette étape-là aussi avec ta fille. Oui, parce que si on revient sur ma couleur de peau et la couleur de peau de ma maman, les enfants étant ce qu'ils sont à un certain âge, quand j'étais petite, je me souviens d'une petite fille qui m'a dit à la sortie de l'école, elle m'a dit, mais ça peut pas être ta maman, elle est blanche. Et moi, j'avais jamais fait le rapport, enfin, je m'étais jamais posé la question, c'était ma maman, puis c'est tout. Et dans ma petite tête de petite fille, je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à ma mère, mais maman, est-ce que tu aurais des photos de nous à la maternité? Bon, je parle d'il y a 48 ans, il n'y avait pas nécessairement tout le temps des photos à la maternité. Elle dit, bah non, mais tu sais, elle a un peu balayé cette question d'un revers de manche. Ouais, non, je crois pas, j'en ai peut-être. Non, je crois pas. Non, non, j'en ai pas. Enfin, tu vois. Et donc tout d'un coup, elle a commencé, cette petite fille, à mettre le doute dans ma tête. Et si c'était pas ma maman, nanani, nanana. Puis il y avait quand même quelque chose qui avait été un peu remué. C'était la première fois que j'étais confrontée à réaliser déjà ma couleur de peau et de réaliser qu'on n'était pas de la même couleur. C'est vraiment, mais vraiment pas un sujet pour moi jusque-là. Et effectivement, pendant ma grossesse, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une proposition de faire des photos. Des photos à la maternité, des photos de ma grossesse, des photos enfin, du bedon vraiment quand j'étais enceinte et ensuite à la maternité, à la naissance. Et ah, je m'attendais pas à ce que ça m'émeut de nouveau. Ça avait fait résonance à cette histoire-là parce que étant donné qu'effectivement c'était un don d'ovule, j'avais envie de raconter à ma fille toutes les étapes par lesquelles j'étais passée. Et j'avais envie qu'elle soit témoin, qu'elle voit mon ventre, qu'elle voit tout, qu'elle connaisse tout de son histoire. Et passer par l'image, c'est fort. Et puis j'avais envie de... Et donc j'ai eu l'occasion de faire ça. Et j'ai ces photos aujourd'hui. Et je suis pleine de gratitude d'avoir ces photos pour pouvoir témoigner de ça à ma fille. Mm. Cette transmission-là, je le, encore une fois, je pense avant de passer par là, je sous-estimais ou j'évaluais pas un peu
l'importance que ça peut avoir, en fait. Je pense que si, sans être passée par là, si une amie à moi était passée par ça, je pense que j'aurais répondu ce que les autres m'ont répondu. Mais t'inquiète pas, tu sais, scientifiquement, on sait que tu transmets quand même quelque chose, et puis elle va te ressembler, non. Et en fait, toutes les émotions par lesquelles tu passes, ça te dépasse. Je sais pas comment dire, c'est plus fort que toi. En fait, et je sais pas comment je vais pouvoir en parler, comment je vais réussir à en parler. C'est évident que je vais en parler, que ça fera toujours partie de son histoire. Mais au moins j'aurai des images. Et ça, je sais que ça va m'aider. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, avant de passer par toutes ces étapes que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui pourrait justement traverser un peu un vécu similaire? Je pense qu'il y a des choses qu'on te dit, mais tant que tu le vis pas. Parce que les histoires d'étapes de deuil, on me l'avait dit, mais c'est des mots tout ça. Et, euh, et c'est des mots, mais je suis contente de les avoir entendus par contre, parce que je m'accrochais à ces mots-là. C'est-à-dire que je, je, je pense qu'on m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, mais j'ai entendu à des moments précis ce que j'avais envie d'entendre, en fait. Et c'est qu'après coup que je refais un espèce de... que j'ai fait mon propre casse-tête, je sais pas comment dire, mais euh, les étapes, tout passe, tous les deuils, les choix, les moments de choix, euh, de pas se forcer, de s'écouter. Tout ça, ça paraît être assez banal comme conseil, mais quand tu es confronté à ces choix-là, puis peut-être qu'effectivement, il y a plusieurs... Moi, ce qui m'a porté, ce qui m'a aidé, c'est tous les témoignages de ces femmes qui ont pas lâché l'affaire, qui ont commencé, recommencé. Le témoignage aussi, un témoignage important que j'avais pu entendre, qui était après l'accouchement, enfin au moment de l'accouchement, euh, la notion de l'attachement. Le fait que tu t'attaches pas nécessairement immédiatement à ton enfant. Pour certaines mères, c'est le coup de foudre. Et, euh, et c'est évident dès la naissance, je suis en amour jusqu'au bout des cheveux. Et pour d'autres mères, j'avais entendu ce témoignage que que ça prenait du temps. Et moi, je me souviens avoir entendu ce témoignage. Tu vois, encore une fois, je l'avais entendu ce témoignage. Mais je me suis dit, bah non, moi, c'est sûr, je l'ai tellement attendu cet enfant, immédiatement, je vais tomber en amour. C'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé. Et je suis très contente d'avoir entendu ce témoignage avant. Parce que je m'accrochais à ça et je me disais, ok, ça arrive. Ça m'a pas empêché de me dire, est-ce que je m'attache pas parce que c'est pas mon ADN. Ça m'a pas empêché de me dire ça. Je me suis torturée là-dessus. Est-ce que si je m'attache pas, c'est à cause de ça? Mais en vérité, aujourd'hui, j'étais tellement maganée après mon accouchement. Physiquement, j'étais vraiment en très mauvais état. Je veux dire, j'arrivais pas à m'occuper de moi, j'arrivais pas. Donc c'était, en fait, tout était logique en fait. Mais à un moment donné, mon Dieu, est-ce que je suis attachée à mon enfant aujourd'hui? Ah! Ah, je l'aime plus que tout au monde. Il n'y a rien qui remplace cet amour-là. Pour rien au monde, je veux dire, cet amour-là, c'était inconnu dans ma vie, cet amour inconditionnel-là. Je veux dire, c'est incroyable. C'est indescriptible en fait. C'est indescriptible cet amour. Et pour autant, je suis passée par ce moment de flottement. Mais oui, ce qui m'a aidé, c'est le témoignage. C'est d'avoir entendu une femme qui disait oh, non, moi, ça m'a pris du temps. Et pourtant, je me souviens l'avoir jugée, cette femme, dans une petite partie de ma tête, en me disant oui, ben moi, paf, tac, juge, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non,
Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'entendre d'autres femmes. Et je sais que j'avais écouté pas mal de podcasts aussi, de témoignages de femmes. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas de conseils. Je pense que après être passé par tout ça, puis après 21 mois de parentalité, s'il y a bien une chose que je réalise, c'est à quel point on fait de notre mieux. On donne notre max. C'est... Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est pas plus valorisé tout ça. C'est tellement énorme ce par quoi on passe. Toutes ces femmes, même pour les maternités normales, mon Dieu, mais c'est des prix Nobel à chaque fois. Je veux dire, on donne la vie. On donne la vie. Et on s'est tellement, enfin en tous les cas, pour certaines d'entre nous, on s'est beaucoup battu pour la donner. Et c'est pas ça qui fait la une des médias, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes aujourd'hui. Les mères, nos grands-mères. Il y a quelque chose qui rallie aussi aux autres femmes, peu importe Ouf. qu'on les connaisse ou pas. Oh, ouais, ouais, ouais. Puis à toutes celles qui passent par ce processus-là et qui passent d'un deuil à l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire? C'est marrant, ce qui me vient, c'est un câlin. J'ai envie de dire lâchez pas, mais j'ai envie de dire prenez soin de vous. J'ai envie de dire vous vous en rendez pas compte sur le moment, mais vous apprenez tellement, vous aurez tellement de choses à transmettre après ça. Mais prenez soin de vous. Surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et n'acceptez rien d'autre que un entourage qui prend soin de vous. Vous avez besoin de ça, de câlins, d'être enrobée, d'être courageuse. Je pense que ça donne le ton pour la fin de l'épisode. Hein? Comme un espèce de câlin dans vos oreilles. À quel point vous êtes courageuse, à quel point parfois c'est machinal, à quel point ça prend de la résilience. Parfois foncer un peu la tête baissée. Mais cet épisode-là est pour vous. Vraiment. Merci Tima d'avoir été avec nous pour te livrer honnêtement en toute vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci Maud, t'as su être touchée là où ouais, c'est sensible, j'avais oublié, merci de me rappeler tout ça. Merci d'avoir partagé ton histoire, vraiment.